Elle utilise année après année les mêmes agendas papier bible et cuir noir. Elle accumule les mêmes petits carnets brochés au papier quadrillé, couverture bleu marine pour les notes de travail, bleu ciel pour le journal intime, rouge pour l'écriture. Sur le carnet rouge, elle n'écrit presque pas. Lorsqu'elle écrit, la tête lui tourne, les mots lui filent entre les doigts, elle n'arrive pas à les retenir et bientôt elle n'en aura plus de mots. Elle sera coincée, là, mutique, à attendre, sur la banquise. À trop se juger, à trop se contenir, elle triture chacune de ses phrases et n'écrit bientôt rien que des petits tas de plâtre. Elle ne collectionne plus de mots. En cours de grec ancien, elle avait appris à les décortiquer, à suivre leurs racines qui s'enchevêtrent à l'histoire des hommes. Un jour, elle avait compris, stupéfaite, pédophile. Quelqu'un qui a de l'amitié pour un enfant. Une phrase lui revient brutalement en mémoire, une phrase comme une gifle, une phrase à l'envers, une phrase du monsieur de l'escalier, « Je suis ton ami ». Elle voudrait briser son pupitre, brûler les dictionnaires, hurler que les mots mentent, mais cette fois-ci, comme tant d'autres, sitôt que le feu lui monte, elle l'éteint. Elle a trop peur de ces rages soudaines pour s'attarder à les comprendre. Elle les étouffe sitôt qu'elles apparaissent, puis elle file en cuisine ou à la boulangerie pour les sceller sous la mie de pain. Si elle découvre alors que certains mots signifient l'inverse de ce qu'ils prétendent, elle ne se demande pas encore pourquoi on choisit d'utiliser précisément cela. Elle a 31 ans. Elle est épuisée de se porter, d'endosser chaque matin ce corps qui pend sur son lit comme sur un cintre, de se hisser seule au bout de chaque journée et de s'endormir chaque soir avec l'angoisse du temps qui passe vite et qui ne l'attendra pas. À l'automne, au cours d'une semaine de formation dans la compagnie de théâtre féministe, un après-midi est consacré au cadre pénal des violences faites aux femmes. C'est l'heure du thé, gâteaux et sachets jonchent la table, chacun note consciencieusement sur son calepin que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont des délits dont le tribunal correctionnel et ses 3 juges se saisissent, mais le viol, le meurtre et la torture sont des crimes jugés en cour d'assises par 3 juges et 6 jurés tirés au sort. La metteuse en scène leur lit les articles de loi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Elle précise chacun des termes. La pénétration peut être qualifiée tout aussi bien par une fellation imposée que par un doigté vaginal ou par un doigté vaginal. Des mots comme une trouée d'éclairs. Ce qu'elle appelle depuis plus de 20 ans attouchement sexuel. Ses doigts à lui, en elle, ses doigts à lui, retrouvés en elle 4 ans auparavant et chaque jour depuis, c'est un viol. Peut-être, après tout, n'est-elle pas si folle? Peut-être y a-t-il une raison à sa souffrance. Quelqu'un lui a fait du mal. Quelqu'un lui a fait ce mot-là. Et si la clé qu'elle cherche depuis toutes ces années à fouiller en vain, si la clé, c'était ce mot, viol. 4 lettres. Et dedans, mon billet retour pour la terre natale. On ne sait rien des mots à 9 ans. À 9 ans, on prend les mots comme ils viennent. Et dans l'escalier, ce jour-là, les mots se sont renversés. Je n'ai plus su parler qu'à l'envers, et ma langue maternelle m'est devenue une langue étrangère. J'ai parlé toutes ces années à tort et à travers, j'ai couru de toutes mes forces derrière des mots qui fourchaient sur ma langue, je me suis esquintée à chercher les mots d'aplomb, les mots d'avant, les mots d'enfance. Mais les mots dessinent l'horizon de nos pensées. Alors quand les mots mentent, quand on remplace ennemi par ami, violence par plaisir, viol par attouchement, pédocriminel par pédophile et victime par coupable. L'horizon est une ligne de barbelés qui interdit toute sortie du camp. Alors, comme on peut mourir demain et que la vie file, je me suis mise à ma table.
J'ai relu mes carnets bleu ciel, mes carnets bleu marine, mes carnets rouges et mes carnets de voyage. Ils ont été ma corde pour descendre dans les eaux profondes, là où les petits brouillards quotidiens, les apnées, les boules, les fêlures, la gorge qui se serre et l'envie qui s'enfuit, là où l'armée innombrable des ombres minuscules me laisseront te dire, t'écrire, te décrire, toi et les méduses. Toi, dont je n'étais pas sûre encore du nom ni du visage, mais ton odeur, oui, entre mille. Ma main s'est agrippée aux mots qu'elle trace, car il n'y a eu qu'écrire sur toi qui m'ait rendu ma voix en propre, ma voix propre. Alors, dès que j'ai pu, j'ai écrit. Et souvent, attelée à ma table, je travaillais, le sol soudain se creusait, je tanguais, je me recroquevillais sur ma chaise. Quand le fracas s'éloignait, encore abasourdi par le déferlement de la lame, je massais doucement, la peau tendre sous le poignet gauche, rouge et mouillé de salive, marquait des petits rectangles réguliers qui avaient laissé mes dents. Nul ne m'avait entendu hurler, j'ai la terreur discrète. Mais désormais, même au plus profond de la houle, mes yeux sont grands ouverts. Et sous l'écume, des formes s'ébauchent, quelques méduses immenses et majestueuses s'approchent. Elles me tendent leurs filaments soyeux afin que je les tresse. Alors, je suis Méduse, petite fille de la terre et de l'océan, violée par Poséidon dans le secret d'un temple. Je suis l'innocence profanée et jugée coupable. Et condamnée à voir mes longs cheveux transformés en serpents, je suis celle dont on raconte que le regard pétrifie qui le croise. Je suis la femme sauvage contrainte à se cacher dans une grotte humide. Je suis celle à qui l'on coupe la tête quand elle dort. Celle dont la dépouille mutilée terrifie les armées. Je suis ce qu'il reste d'une femme après qu'on l'a violée. Et de l'écrire me renoue, me relie, me répare. Merci beaucoup. Les violences sexuelles, ce sont celles du clair-obscur, de la confusion, de la manipulation, du mensonge, du déni. Il s'agit d'une violence du renversement. Et le langage que nous parlons est un langage qui est colonisé, qui est le langage des pères. C'est un langage où les violences se disent d'en haut depuis ceux qui les commettent, depuis ceux qui les font. L'agresseur est pour l'enfant le maître absolu des mots. C'est lui qui nomme ce qu'il fait. Ça te plaît? C'est bon? Ça te fait plaisir ce que je te fais? Tu aimes ça? L'enfant ne dispose de rien d'autre que des mots de son agresseur. Il est démuni de tous les mots qui disent le vrai. Et à partir de là, on dit souvent des violences sexuelles qu'elles sont celles de l'incommunicabilité. Mais en réalité, non, c'est simplement que notre langage est un langage de violence, est un langage qui a été écrit pour la violence, pour la dissimuler et pour la commettre. Je vais vous lire un extrait que je trouve intéressant de ce point de vue-là. C'est un extrait de Alice au pays des merveilles, écrit par Lewis Carroll. C'est Humpty Dumpty et Alice qui discutent. « Lorsque moi j'emploie un mot, répliqua Humpty Dumpty d'un ton de voix quelque peu dédaigneux, il signifie exactement ce qu'il me plaît qu'il signifie, ni plus ni moins. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. C'est intéressant, notamment que ce soit Lewis Carroll qui écrit cette phrase, quand on regarde les photos que Lewis Carroll a prises de cette jeune fille
qui a été son Alice, et qu'on les rapproche celles d'un autre photographe qui est David Hamilton, elles ont une ressemblance stupéfiante, qui se loge dans la tristesse du regard de ces jeunes filles posées sur l'objectif, une tristesse qui nous parle au travers des siècles de ce qu'elles ont subi, au travers du temps. Et donc quand on est dans un langage comme ça qui est colonisé par la violence et qui est fait pour elle, comment peut-on nommer ? On dit souvent les victimes ne parlent pas assez, elles ne disent rien, mais comment pourraient-elles ? Elles ne disposent d'aucun mot. Le lexique qu'elles ont à leur disposition est celui de leurs agresseurs. Au commissariat, quand j'étais petite, on m'a demandé, non pas quand j'étais petite, quand j'ai refait ma déposition à 33 ans, la policière, je décris des gestes de va-et-vient de ma main sur le sexe de mon agresseur, et elle me dit des caresses. Et non, il n'y a rien en commun entre ce geste et les caresses. Il n'y a rien sinon une zone géographique. Quand on parle de la sexualité, finalement, on désigne un espace géographique, mais on ne parle pas de sexualité quand on parle de violence sexuelle. Et donc comment, quand on est victime, et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que vous recevez les mots de ces victimes, et vous allez devoir discerner dans les mots qu'elles utilisent et qui sont des mots écrits contre elles, qu'est-ce qu'elles vous disent, et comment ensuite vous allez pouvoir le transmettre. Et donc si vous n'avez pas la conscience que le langage joue contre nous, il est très difficile de discerner les violences. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup de Marie-Victoire Louis, qui est une philosophe féministe. Tous les mots sont indéterminés. Plus les mots sont indéterminés, équivoques, polysémiques, et si souvent ne veulent strictement rien dire, plus ils sont fonctionnels pour la perpétuation du monde. Et donc si l'on veut vivre dans un monde où les violences seraient moins banales, moins répandues, moins systémique, il faut se poser la question du langage. Elle est essentielle. Le langage est ce qui nous permet de penser le monde, c'est ce qui nous permet de le voir. On ne voyait pas les féminicides tant qu'on n'avait pas le mot à notre disposition. Et donc il faut se poser la question des mots qui nous manquent et des mots qui nous mentent. Et de quels mots sont ceux que vous allez utiliser quand vous allez transmettre vos rapports, quand vous allez transmettre vos signalements. On a vu ce matin, quand Annie Ferrand racontait les mots qu'utilisent les experts, à quel point le langage qu'ils utilisent est vraiment une déclaration de guerre aux victimes. Le langage est un terrain de bataille. Et donc, comment on fait ? Quand on est une victime, on parle à partir de son corps, à partir de son expérience corporelle. On a le devoir de remettre de la violence dans les mots qui l'ont enlevé. Quand on écrit sur la violence, quand on veut transmettre quelque chose de ce qu'elle est réellement, il faut réarmer les mots. Et le seul moyen de réarmer les mots, c'est de parler de son expérience physique, corporelle, de son ressenti. Parler de la fellation forcée, c'est une chose. Essayer de faire comprendre ce que c'est que la bouche d'une enfant de 9 ans et du sexe en érection d'un homme adulte, la différence de diamètre et la sensation d'étouffement, la sensation que jamais plus de l'air pourra passer par là, qu'on sera privé à vie de tout oxygène. Que faire une fellation forcée à un enfant, ce n'est pas faire un acte sexuel de fellation, c'est l'étouffer, l'asphyxier avec son sexe. C'est le priver de toute parole future. Voilà, quand on écrit sur la violence, on a besoin de redire ce qui est dans la violence.
Et on a besoin aussi de déminer les rapports de pouvoir qui sont logés à l'intérieur des mots. Par exemple, le mot pédophile, qui est un mot qui a été inventé au 19e par un groupe de pédocriminels qui en avait fait un club, et c'était la mode des mots d'origine grecque. C'est des mots qui ont été inventés de façon consciente, des mots de prédation, de prédateur, de banalisation, de normalisation, de regarder à chaque fois tous les mots qu'on utilise, à qui ils servent. Quand vous jargonnez en face d'une victime, parce que ça nous arrive à tous, parce que c'est un endroit de confort et qu'on en a besoin parfois, est-ce qu'elle me comprend ? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de me planquer de la violence qu'elle me montre ? Et qu'est-ce que je peux, moi, comme inconfort de ma place d'adulte, professionnelle, face à la souffrance qu'elle m'exprime, de toujours se reposer ces questions-là, sans arrêt. Voilà, tout ça j'ai dit. Et puis il y a cette chose aussi que la victime va vous dire juste un tout petit peu, suffisamment pour que vous la preniez au sérieux. Mais que ce qu'elle vous livre, c'est un peu comme un iceberg. La majorité de ce qu'elle a vécu, elle ne vous le donne pas à entendre, elle ne vous le donne pas à voir, elle ne vous le donne pas à ressentir. Elle vous protège. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais venir. Les victimes protègent le monde de la violence du monde. Et c'est donc à vous de leur demander d'arrêter. De leur demander, dis-moi, je t'écoute, je te crois, je suis prêt. Dis-moi, quel est le monde dans lequel tu vis, parce que c'est le mien, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons tous. Et que les victimes possèdent un savoir, leur expérience est une expertise. Et cette expertise, c'est ce qu'il y a dans les yeux de quelqu'un quand il viole un enfant, ce qu'il y a d'humanité, de banalité, de haine, de prédation, de pleine conscience de ses actes, de responsabilité du violeur. Ce que la victime sait, c'est que les violeurs ne sont pas des monstres, c'est que ce sont nous. Et ça, on a beaucoup de mal à l'entendre. On préfère regarder des crimes horribles avec des criminels terribles qui font des... Mais en réalité, les violeurs sont très banals et leurs stratégies se ressemblent à chaque fois. Ils ont peu d'imagination. Celles qui ont beaucoup d'imagination et beaucoup d'agentivité, ce sont les victimes. Parce que celles qui sont encore vivantes devant vous, pour l'être, il aura fallu qu'elles aillent chercher très très loin les ressources pour chaque matin se lever et pour rester vivante jusqu'au bout de chaque journée. Et ça aussi, il faut que vous en ayez conscience quand vous les recevez. Que c'est très bizarre que toutes les rues, que toutes les statues, que toutes les fêtes nationales ne soient pas en l'honneur des victimes de violences. Parce que s'il y a bien des personnes qui mériteraient des fêtes nationales, ce sont elles. Et donc, écrire sur la violence, c'est participer à subvertir un peu le langage des pères, le langage de la domination. Et moi, je crois que chacun des textes est une éruption et que d'éruption en éruption, on est en train de changer la cartographie du monde. Et peut-être en continuant à avoir des livres, en inondant les librairies, en inondant vos bureaux de nos récits, les tribunaux, petit à petit, enfin en inondant ou en éruptant, je ne sais pas, on va créer les conditions d'un monde vivable, d'un monde souhaitable, mais que quelque chose est à l'œuvre aujourd'hui dans tous ces témoignages et tous ces récits qui se font entendre dans les 750 pages du rapport de la Civise, qui est quelque chose de profondément révolutionnaire, qui change la cartographie du monde.
et qui peut-être donne l'espoir d'un monde dans lequel on pourrait vivre. Et je vous encourage à aller, chaque fois qu'il y a une éruption nouvelle, à aller la chercher en librairie, à la lire, parce qu'à chaque fois, elle vient éclairer un nouvel endroit des ténèbres imposées par la violence. Moi, j'ai tellement appris en lisant Neige Sino, j'ai tellement appris en lisant Camille Kouchner, en lisant Cécile C. Je crois qu'il ne faut pas oublier à quel point toutes ces femmes sont expertes d'un espace qui, jusqu'à présent, était totalement silencieux et hors langage. Voilà, et puis même Eva Thomas, Christine Rochefort, Marie Cardinal. En fait, ça fait longtemps que les victimes parlent, mais lisez-les. Lisez-les toutes et tous. Et lisez les sociologues. En fait, on ne sait rien du monde dans lequel on habite, on ne sait rien de la violence inouïe du monde dans lequel on vit. Et si on veut qu'il change, il faut connaître ces vallées. Et si on veut qu'il change, il faut permettre ces éruptions. Voilà. Merci. Myriam Bijard, conseillère départementale, voilà, en charge d'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Vous avez suivi les travaux de toute la journée, ce qui est exceptionnel, permettez-moi de vous le dire aussi, puisque je vais dans d'autres départements et il est rare même que les personnes en charge de ce dossier passent toute la journée ici. Des fois, elles viennent au début, à la fin. Vous êtes là depuis ce matin et donc maintenant, il faut conclure. Merci à vous pour ces remerciements, mais je pense que je suis ravie de vous retrouver là aujourd'hui. Bon, il me revient donc à l'honneur de clôturer cette journée départementale contre les violences faites aux femmes. Je suis encore sous l'émotion de vos propos, Adélaïde. Je crois que c'est difficile de passer après vous et passer après vous tous, parce que je peux que tous vous remercier de votre présence, de votre participation, que l'on soit intervenant ou qu'on soit écoutant, professionnel ou autre. C'est plus de 700 personnes qui sont réunies aujourd'hui pour parler de violences sexuelles, mais ça montre bien que notre société bouge et que la prise de conscience est collective. Permettez-moi de commencer par remercier l'équipe de l'Observatoire des violences faites aux femmes du département de Loire-Atlantique. Ce matin, notre président a abordé le sujet. Je crois que nous sommes un département engagé, mais des élus engagés, mais je pense qu'on a des professionnels au sein de ce département qui sont engagés. Il y a également des associations, il y a des personnes bénévoles aussi, des professionnels. Enfin, je crois que si on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on sait l'intérêt de se retrouver. Merci également à la qualité du programme. Il était à la fois dense et varié, à la hauteur des enjeux autour de cette tragédie des violences faites aux femmes et aux enfants qui nous préoccupent tous. Les émotions également étaient nombreuses. Je crois que tous ces témoignages, tous ces investissements des professionnels qui ont pris la parole aujourd'hui montrent l'intérêt. Et je tiens à dire que cette journée, elle va nous aider à trouver une réponse à chaque parole déposée et à faire raison en connaissant mieux le cadre d'action de chacun. C'est vrai que les élus, on se demande, des fois, ils sont là, ils portent une politique. Mais je pense qu'on est aussi responsable des personnes qui nous ont élus et qui souhaitent que toutes ces questions de solidarité, de société, de santé, puissent être mises en avant et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble. Cette journée, comme celle-ci, est aussi là pour nous bousculer, pour remettre en question nos pratiques et notre manière de penser. Nous sommes toutes et tous faits de biais et de présupposés, et il est nécessaire de se questionner et d'accepter de changer de point de vue, comme Annie Ferrand nous y invite. Je crois que ce matin, c'est vrai, elle a demandé, c'est bon, je continue à lire ce que j'ai préparé, parce que c'est pas évident de donner et d'avancer, mais vous avez tous été très attentifs. Ça vous a certainement fait penser à vos formations que vous avez eues, parce que moi aussi, j'ai eu une formation en son temps.
Et entre ce que j'ai eu comme formation il y a 40 ans, j'ose le dire, j'ai repris le collier, je crois qu'on est tous là, les uns ou les autres, plus ou moins jeunes, mais je crois qu'on est tous investis dans ce que l'on fait, et ça fait du bien d'entendre que nos pratiques doivent évoluer et qu'on doit être attentif. Cela peut parfois interroger, voire déranger, mais l'Observatoire est aussi là pour ça. Énoncer des lieux communs n'aurait aucun intérêt, et je voudrais donc vous remercier, les différents intervenantes et intervenants qui ont apporté leur regard et leur expertise sur la manière de repérer et d'accompagner les femmes et les enfants victimes de violences sexuelles. J'aurais un mot particulier pour Luna Orikat et Samia Kassem, qui sont venus de loin pour témoigner de la réalité des violences en Palestine et en Tunisie, et de leur travail acharné pour accompagner les victimes dans un contexte d'occupation pour la Palestine et auprès des femmes travaillant dans le milieu agricole pour la Tunisie. Un grand merci à elles deux. Je vous remercie vraiment sincèrement. Merci aussi à Laurent Sablic pour l'animation tout au long de cette journée. On peut vous saluer. Merci de répondre présent chaque année. Et je pense que c'est important aussi, en lien avec notre observatoire, les liens qui nous unissent, parce que je pense que vous avez compris quels étaient les engagements au sein de ce département et nous accompagner. Donc merci à vous. Merci encore à tous les participants pour votre présence, de votre écoute, pas uniquement en ce vendredi 21 novembre, mais bien évidemment au quotidien dans vos missions. Je suis désolée, peut-être, je ne vais pas être trop longue, mais j'aimerais bien, parce que c'est important aussi de conclure, je suis désolée pour vous, de prendre encore un petit peu de temps, mais je crois qu'au sein de ce département, on tient à dire merci aux équipes de solidarité, notamment les équipes des départementales des solidarités et les intervenantes sociales en gendarmerie, dont on a abordé le travail tout à l'heure. Vous êtes tous et toutes amenés à soutenir des parcours durs, où le chemin de la prise de conscience et des actes qui en découlent est long. Merci également aux associations, aux bénévoles et aux salariés. Je mesure à quel point l'augmentation du repérage et des plaintes implique pour vous une augmentation des demandes d'accompagnement et de soutien, alors que les coupes budgétaires, et on en est conscient, et les arrêts de subventions vous plongent dans des difficultés inédites. J'espère que chacun et chacune d'entre vous repartira de cette journée mieux armé pour accompagner toutes les victimes de violences sexuelles. C'est bien l'objectif de ces journées de formation. Elles sont essentielles pour le département, pour nous, élus, et j'espère pour vous. Essentielles, car loin de diminuer, ce fléau des violences continue d'augmenter. La dernière enquête vécue et ressentie en matière de sécurité publique il y a 3 semaines par le ministère de l'Intérieur montre que les victimes de violences sexuelles, de discrimination et de harcèlement moral sont en forte hausse. L'évolution la plus marquante en 2023 concerne la hausse du nombre de personnes se déclarant victimes de violences sexuelles, détaille l'étude menée avec l'INSEE. En 2023, 325 000 personnes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles physiques, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Le nombre de victimes de violences sexuelles dites non physiques, harcèlement sexuel, exhibition, etc., a lui augmenté de 14% en 2023, soit 1 620 000 personnes. Dans le même temps, seulement 6% de victimes de violences sexuelles physiques et 2% de non physiques portent plainte. Les chiffres sont effarants. Les raisons les plus fréquentes invoquées sont que cela n'aurait servi à rien, que l'atteinte n'est pas assez grave, ou encore que le témoignage n'aurait pas été pris au sérieux. Tout au long de la journée, nous avons parlé de responsabilité collective et partagée, entre responsabilité judiciaire et responsabilité sociétale. Les chiffres que j'énumère démontrent cette nécessité de travail commun et d'une responsabilité partagée. Il n'est plus l'heure de se renvoyer la balle ou de rejeter la faute sur l'autre. C'est tous ensemble que nous devons travailler avec acharnement pour contrer les violences. Et notre mobilisation, doit être collective. Je me réjouis donc des actions qui se multiplient autour de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Comme chaque année, de nombreux temps forts vont avoir lieu sur le territoire dans le cadre de la journée du 25 novembre. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ils symbolisent bien la maturation de notre territoire et son réseau d'acteurs associatifs, institutionnels, engagés contre les violences. Merci encore et je réaffirme mon soutien à l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Je soulignerai quelques prénoms parce que des personnes avec lesquelles je travaille,
mais j'espère que certainement j'en oublie, mais je pense à Anne Martinet, Manon Biani qui nous a rejoints et Elisabeth Biotto. Merci à elle et bien sûr à tous ceux qui ont gravité autour de cette journée. Merci. Merci. Je conclurai en reprenant les mots d'Annie Ferrand. Nos silences commencent à témoigner pour nous et de moins en moins contre nous. Nos témoignages cessent d'être des petites histoires que l'on fait pour se rendre intéressantes et deviennent l'histoire. Et je compléterai par votre phrase, Adélaïde Bon, quelle chance d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous tous. Et une autre petite phrase que vous avez dit également, merci de nous donner cet agir. Et je retiens ça parce que je crois que de temps en temps se retrouver ensemble pour dire on est bien dans une même dynamique, ça nous ressource. Merci à tous. Merci. Je vais juste dire un petit mot. Il reste de la documentation pour ceux qui veulent. Et en tant que responsable de l'Observatoire, je voudrais dire un grand merci à Elisabeth Biotto, Manon Bianic, Camille Guima, et puis aussi à toutes les collègues qui sont là de la direction Solidarité et Insertion, qui sont venus donner main forte. Et puis aussi, surtout, à Gaëlle Daniel, ma directrice, qui soutient tous nos projets à l'Observatoire, sans qui ce ne serait pas possible. Et on va écouter une petite chanson, parce qu'on aime bien finir en chanson. Puis merci à vous tous, bien sûr, d'être là, et à tous les partenaires. Et il y a Suzanne qui arrive pour nous chanter. Merci. D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume, et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qui avaient prévenu et que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.